Donc aujourd'hui, on est dans le troisième webinaire d'un cycle de webinaires autour de la qualité de l'emploi qui est porté par le pôle économie sociale et solidaire du Centre-Bretagne. On a eu déjà un premier webinaire sur les contrats pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, sur le DUERP, qui est cet acronyme un petit peu bizarre sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et aujourd'hui, on est avec Uniformation sur les questions de prise en charge de formation pour les salariés de structure de l'ESS. Il y a également d'autres webinaires qui vont arriver, notamment la semaine prochaine, le 13 novembre, avec le CRIB 22, donc Ligue de l'enseignement, sur la question du premier emploi. Comment créer son premier emploi? Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention? Et puis le 11 décembre avec Exopé sur les questions de convention collective. Et on aura également un dernier webinaire sur les violences sexistes et sexuelles au travail. Les intervenants ne sont pas encore trouvés. Donc aujourd'hui, on est avec Gaëlle Segretina d'Uniformation et le webinaire est interprété en langue des signes sur toute la durée. Donc n'hésitez pas aussi s'il y a des questions, des réactions. C'est tout à fait possible. Gaëlle, bonjour. Bonjour, merci Amandine. Donc moi je suis Gaël Segretina, conseiller emploi formation à Uniformation. Donc je représente la délégation de Rennes. Voilà, donc on couvre la Bretagne et la Normandie dans cette délégation. Et moi je suis délocalisé à Saint-Brieuc et j'accompagne plus particulièrement les entreprises du Finistère et en partie des Côtes-d'Armor. On est deux conseillers sur les Côtes-d'Armor avec un collègue qui s'appelle Guillaume Robineau, pour lequel on se partage donc le portefeuille, entre guillemets, des entreprises des Côtes d'Armor. Voilà. Mais par contre, toutes les structures du Finistère, c'est moi qui les accompagne. Voilà. Peut-être on peut faire un petit tour d'écran, en tout cas au minimum avec... Avec moi. voilà. Ah, flûte. Avec moi parce qu'il y a, Il nous manque Agathe et Marie qui ont disparu. oui, mais après, c'est les joies de l'informatique et du numérique et d'Internet. Oui. On prendra le temps, si je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui Hmm. arrivent dans le webinaire, de leur poser la question justement à quel OPCO. Hmm. OPCO, on peut peut-être Oui. se dire c'est quoi un OPCO déjà? Oui, c'est un opérateur de compétences. Je vais le redétailler dans ma présentation, mais oui, c'est cet acronyme, donc veut dire opérateur de compétences. Bah, en tout cas, nous, pour le pôle économie sociale et solidaire, on est à Uniformation. Oui, Voilà, donc tout à commençons fait. avec là, de l'animation. Oui, c'est ça. Eh bien, je vous propose qu'on commence. Je crois que vous avez des petites choses à nous Oui, dire, à nous montrer. tout à fait. Donc, je C'est vais parti. partager mon écran. Hop, c'est parti. Voilà, j'ai été un peu rapide. On va repartir en arrière. Voilà. Donc là, donc on a intitulé, enfin, je l'ai intitulé, moi, vos solutions emploi-formation avec Uniformation, parce que bien évidemment, on est plutôt centré forcément sur notre périmètre de la cohésion sociale. Je vais le redétailler tout à l'heure. Donc, pour les entreprises ou associations, en tout cas employeurs, qui ne font pas partie de notre périmètre de la cohésion sociale, il faudra qu'ils se réfèrent auprès de leurs OPCO respectifs. Hein. Donc, potentiellement, par rapport plus largement au secteur de l'économie sociale, parce que nous, on ne couvre pas tout le secteur de l'économie sociale. On est sur la cohésion sociale, qui est déjà une bonne partie de l'économie sociale, mais il y a aussi d'autres OPCO, comme par exemple l'OPCO santé, éventuellement, là plutôt axé médico-social. Les collègues éventuellement aussi de l'OPCO de l'AFDAS, pardon, qui couvre aussi une partie du secteur culturel, les radios libres, le sport, je crois. Voilà, et j'en oublie peut-être d'autres, mais voilà, principalement, je pense que ces deux OPCO-là pourraient éventuellement aussi accompagner d'autres employeurs qui ne seraient pas dans notre périmètre. L'objectif de notre présentation, c'est de permettre aux employeurs d'être beaucoup plus acteurs sur la question de l'emploi et de la formation. Nous, on relie toujours les deux, en fait, l'emploi et la formation, c'est toujours
deux thématiques qui sont reliées. On ne peut pas les séparer. Ensuite, bah, l'idée c'était de créer du lien aussi hein, entre bah, les différents acteurs du territoire, aussi bien le pôle de l'ESS, nous en tant qu'OPCO, mais aussi pourquoi pas les employeurs. Hein. C'est l'occasion de se rencontrer aussi à travers ce type de réunion. Et puis développer les connaissances pour développer ces projets de formation. Donc, c'est bah, toutes les connaissances en lien avec la formation professionnelle et les questions de recrutement. On va parler aussi d'alternance. Voilà, donc ils peuvent paraître un peu complexes au premier abord, mais l'idée, voilà, c'est de nous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne et comment surtout utiliser en particulier les fonds disponibles et les financements. Alors voilà le sommaire. Donc parfois je vais passer assez vite hein, sur certaines choses puisqu'on a un temps limité, mais de toute façon le diaporama permettra d'avoir la ressource nécessaire pour pouvoir revoir les informations que je vais donner. Donc un premier temps bien sûr de présentation de l'OPCO, euh, quelles sont nos missions, notre offre de services. Ensuite on va rentrer un peu plus dans le concret sur les aspects emploi, formation, donc on va passer en revue différentes notions, que ce soit les aspects contributifs liés aux cotisations à la formation professionnelle, d'autres points qui concernent le plan de développement des compétences et l'alternance. Et on va finir sur des aspects plus, on va dire, administratifs, mais dans le sens où bah, l'idée c'est de comprendre aussi comment on accède à un dossier, comment on le saisit en ligne, euh, et puis, ben, les différents contacts qu'on peut avoir aussi entre nous et les employeurs, comment on peut échanger et comment nous contacter et éventuellement participer à des événements que l'on met en place, ben, un peu comme aujourd'hui. Donc, alors, uniformation, qui sommes-nous? Ben, nous sommes un OPCO, hein, donc on l'a précisé tout à l'heure, opérateur de compétences. Donc, ça, c'est une nouvelle appellation depuis la réforme de 2018. Donc là, on voit un petit peu les effectifs au niveau national. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, bon, on voit que quand même, on a plus de 53 000 entreprises adhérentes à Uniformation. Donc, on va parler de la terminologie entreprise parce qu'en fait, on couvre plusieurs catégories d'entreprises. Donc, on a quand même majoritairement des associations employeurs, mais on a aussi parfois d'autres structures qui ne sont pas associatives, comme par exemple des bailleurs HLM ou des structures de la sécurité sociale. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise aussi le terme entreprise. Mais tout ça pour dire que globalement, ça couvre un champ qui n'est pas anodin. C'est plus d'1 million de salariés au niveau national. Voilà, et on voit les montants collectés, bah, 385 millions d'euros en 2024, en 2023, pardon. Et tout ça pour financer des formations. Et là, on a volume de personnes formées en 2023, hein, plus de 74 000 personnes. Voilà pour quelques données. Alors, la cohésion sociale, c'est vrai que ça parle peut-être pas à tout le monde. Alors, on connaît l'économie sociale et solidaire. Donc, nous, on est une composante de l'économie sociale et solidaire. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, la cohésion sociale recouvre de nombreux professionnels qui interviennent à toutes les étapes de la vie des personnes. Je pense que c'est un point important, c'est-à-dire qu'on va être aussi bien sur la petite enfance dans nos secteurs d'activité, et donc ensuite on a différents types de professionnels qui vont intervenir aussi pour le public jeune, pour des publics de tout âge, jusqu'aux personnes âgées, puisqu'on a également la branche de l'aide à domicile qui est présente au sein d'Uniformation. Euh, et puis au niveau des structures, hein, comme je l'ai indiqué, donc principalement des structures associatives de petite taille, ça c'est un point important, plus de 80% des structures que l'on accompagne ont moins de 11 salariés en équivalent temps plein. Mais on a également des syndicats, des comités d'entreprise, des bailleurs HLM, etc., voilà, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Là, on voit avec quelques sigles, plus précisément, des branches professionnelles. Et donc, derrière chaque branche professionnelle, il y a une convention collective. Donc, on parlait tout à l'heure, Amandine évoquait la branche éclat, donc la branche qu'on appelait avant de l'animation socioculturelle. Donc là, voilà, elle est par exemple dans notre secteur animation et jeunesse. Je ne vais pas toutes les détailler, mais voilà, donc on a plusieurs grands secteurs, donc animation jeunesse, habitat social, hein, donc là,
avec des structures importantes hein, comme les bailleurs. Donc là, on n'est pas du tout dans les structures de moins de 11 salariés. Ensuite, tout le secteur famille, donc là, avec la branche de l'aide à domicile, à but non lucratif, ça c'est important de le souligner. On n'est pas dans les services à la personne lucratifs. Et on va retrouver aussi ce qu'on appelle la branche ALISFA, et donc qui couvre tous les centres sociaux et les crèches associatives. Voilà, famille rurale également, hein, qui irrigue tout le territoire rural. Ensuite, un autre secteur qui est le secteur de la sécurité sociale et des mutuelles. Donc là, pareil, hein, c'est très spécifique, mais ça fait partie du secteur de la cohésion sociale. Un secteur plus lié à l'emploi et à l'insertion. Donc là, on va retrouver des structures comme France Travail, les missions locales, des chantiers d'insertion. Et ensuite, tout un autre champ où il n'y a pas de convention collective. Donc on a des structures qui appliquent le Code du travail, mais qui n'ont pas de convention collective. Alors, un zoom sur nos missions en tant qu'OPCO, c'est vrai qu'elles ont évolué au fur et à mesure du temps et notamment suite à la réforme de 2018. Donc on a un travail de proximité hein, qu'on assure, bon, notamment les trois conseillers présents au niveau de la Bretagne, donc à travers bah, soit des réunions d'information comme aujourd'hui, mais des contacts directs via des entretiens en physique, des réunions d'information aussi également physiques, enfin, des contacts que l'on a très régulièrement, hein, puisque les structures sont adhérentes à l'OPCO. Euh, donc, ce conseil de proximité est important parce que justement, c'est ça qui permet de débloquer des situations où parfois on est hésitant à se lancer dans des projets de formation en tant qu'employeur. Ça paraît trop complexe. Donc, nous, on est là pour accompagner et justement lever tous les freins pour que vos salariés puissent accéder à la formation professionnelle. Ensuite, on intervient également sur d'autres aspects plus liés au recrutement et en particulier sur les recrutements en alternance. Donc, on a en charge le financement des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation et un autre dispositif, lui, qui est plus destiné au personnel en CDI, la promotion par l'alternance. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si besoin, on pourra, dans des questions, enfin, là, plus tard, en tout cas, s'il y a des structures intéressées, ils pourront me recontacter sur ce sujet-là. De la promotion par l'alternance, tout ça pour dire rapidement que ça concerne les personnels en CDI présents dans les structures qui seraient sur des projets de formation diplômante. Euh, Bien évidemment, ben, le cœur de métier de l'OPCO, c'est le financement des formations, hein, j'en ai parlé, et le traitement, ben, le suivi, le traitement des dossiers de demande de financement, de l'engagement au départ, au tout départ quand on reçoit vos dossiers jusqu'au règlement. Je fais bouger un petit peu. Voilà, mes petites vignettes, ça sera mieux comme ça. Voilà, et puis on appuie les branches professionnelles. Donc là, c'est principalement au niveau national dans la définition de leur politique, parce que chaque branche professionnelle a sa propre politique. Donc nous, on applique en fait les décisions des branches. Chaque critère de financement est défini par les branches professionnelles. On travaille aussi sur toutes les questions d'attractivité de plus en plus pour valoriser les métiers des branches que l'on accompagne, les branches professionnelles que l'on accompagne. Il y a souvent des problèmes de recrutement, des tensions sur les recrutements. Et donc, on est amené aussi à participer à différents événements, salons de l'emploi, nuit de l'orientation, enfin voilà, différentes, en collaboration d'ailleurs avec les employeurs, hein, souvent pour pouvoir bah, promouvoir les métiers et développer aussi l'accès à nos secteurs professionnels et pourquoi pas faire venir de nouveaux professionnels dans nos secteurs et en particulier aussi sur des personnes qui seraient salariées ou demandeurs d'emploi, mais par exemple pour les salariés qui viendraient d'autres secteurs professionnels, y compris ceux du secteur marchand. Alors maintenant, on va basculer, on va avancer sur les questions un peu plus concrètes liées au financement et aux dispositifs existants. Et comment on peut les mobiliser. Alors, premièrement, il faut quand même citer, en tout cas, c'est un rappel, le fait qu'il y ait des comptes, tout ça, c'est financé en fait via les contributions des employeurs. Donc aujourd'hui, il y a des contributions légales, donc c'est-à-dire ce sont des contributions versées par tous les employeurs de France
quelle que soit leur convention collective ou pas. S'ils n'ont pas de convention collective, ils doivent le verser quand même, hein. Donc là, on a les, euh, les taux qui sont présentés ici. Et ensuite, on a également des contributions conventionnelles qui, elles, sont gérées par nous directement, ce qui n'est pas le cas des contributions légales qui sont gérées par l'URSSAF. Les contributions conventionnelles, elles sont gérées par Uniformation. Et donc, c'est chaque branche professionnelle qui définit ses propres taux de contribution. Donc, ce sont des contributions supplémentaires que l'employeur versera à Uniformation en plus des contributions légales. Donc là, on voit les taux, hein, donc 0,55% de la masse salariale brute, hein, donc c'est l'acronyme MSB, hein, c'est la masse salariale brute. Pour des entreprises de moins de 11 salariés en équivalent temps plein, donc c'est l'acronyme ETP. Et ensuite, dès lors qu'on salarie plus de 11 salariés, là, c'est 1%. Et donc, s'ajoute à ça d'autres cotisations en fonction des décisions des branches. Et derrière, ça déclenche des financements. C'est vrai que certes, on va payer plus de cotisations, mais on aura accès à plus de droits au niveau de la formation lorsqu'on est dans une convention collective. Voilà, je vais détailler un peu plus hein, tout ça. Je continue. Alors là, on voit justement les cotisations au-delà donc des cotisations légales. Donc là, c'est en 2023, mais bon, ça sera similaire cette année. Tous les taux de contribution supplémentaires en fait que vont verser les branches au-delà de la contribution légale. Donc je ne vais pas m'attarder trop, mais voilà, les structures pourront se retrouver dans les différentes branches professionnelles que l'on voit présentées ici. Alors, le fondement, on va dire, de la formation professionnelle des salariés, c'est le plan de développement des compétences. Ça, c'est un point important à souligner. Euh, c'est un moment où l'employeur va s'interroger sur bah, quelles sont les compétences présentes dans l'entreprise et quels sont les besoins en compétences, quelle montée en compétences je dois organiser pour mes salariés. Ça vient de plusieurs sources, à la fois de sa propre analyse de ce qu'il voit dans le fonctionnement quotidien de son activité, mais également à travers les recueils de besoins qu'il peut faire lors des entretiens avec les salariés et en particulier l'entretien professionnel qui est obligatoire tous les 2 ans. Donc à cette occasion, il va pouvoir interroger les salariés sur leurs souhaits, leurs projets, et là peuvent émerger des besoins de formation. Ces besoins de formation être peuvent intéresser pardon, l'employeur, mais pas dans tous les cas. Parfois, il y a des projets de formation qui sont purement des projets personnels ou qui ne sont pas prioritaires par rapport à ce que souhaite l'employeur. Et donc, c'est toujours l'employeur qui est décisionnaire en dernier ressort sur ce qu'il va intégrer dans le plan de développement des compétences. Donc, le plan de développement des compétences, c'est vraiment un outil intéressant, important à travailler, parce que c'est le moment où on va se poser sur ben, les besoins en compétences alors, les besoins en compétences, ça peut aussi être lié à de nouvelles activités que l'on souhaite développer vers de nouveaux publics. Par exemple, voilà, on souhaite développer telle et telle activité vers le public en situation de handicap. On aura peut-être besoin de former ses salariés sur la connaissance des publics en situation de handicap. Donc, ça peut être aussi lié à de nouveaux projets mis en place dans le cadre de partenariats avec des collectivités locales. Enfin voilà. Donc il y a plusieurs sources en fait qui font qu'on va plus ou moins organiser telle ou telle formation dans le cadre du plan de développement des compétences. Et c'est toujours un outil à la main de l'employeur. Donc ensuite, nous, au niveau d'Uniformation, on a des outils accessibles sur notre site qui permettent de récupérer par exemple un exemple de plan de développement de compétences. Un autre point important, c'est aussi de se dire que lorsque je vais solliciter un centre de formation pour avoir un devis dans le cadre de mon plan de développement des compétences, il sera nécessaire de vérifier que le centre de formation est bien agréé Calliope. Donc c'est une certification qualité qui est obligatoire aujourd'hui. Et nous, on ne peut pas financer si le centre de formation n'est pas agréé. Donc ensuite, lorsqu'on a finalisé le plan de développement des compétences, on a accès à différentes offres de formation. Donc nous, on a des catalogues, on évoquera un peu plus loin dans la présentation. Des catalogues de formation, soit des catalogues de branches, donc initiés par les branches elles-mêmes, ou alors des catalogues transversaux que l'on a également donc là ouverts à toutes les branches. Et ensuite, bah, l'employeur, lui, pourra solliciter tel ou tel prestataire de formation, et dans ces cas-là, il nous fera une demande d'aide financière avant le démarrage de l'action de formation pour que nous, on puisse l'instruire et valider le financement. Alors là, on a remis une petite info sur la définition de l'action de formation.
dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc là, c'est vrai qu'elle a évolué au fil des années, au fil des réformes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs types de modalités aussi pédagogiques qui sont possibles. Donc on a la modalité classique en présentiel, en salle, donc tout le monde connaît. On a également maintenant des modalités de formation à distance. Voilà, donc c'est l'acronyme FOAD, hein, donc ça veut dire formation ouverte à distance. Donc voilà, avec différents types de modalités, et on peut avoir des mixtes aussi entre du présentiel et du distanciel. Et une troisième modalité, c'est ce qu'on appelle la formation en situation de travail, donc sous l'acronyme AFEST, qui permet de se former en situation réelle de travail. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pourra aussi plus détailler plus tard s'il y a besoin. Mais là, il faudra que les structures nous contactent pour qu'on puisse en parler de manière plus approfondie. Alors, on ne prend pas en charge certaines choses, par contre. Là, on les voit sur le côté droit de la diapositive. Donc, par exemple, tout ce qui est colloque, séminaire, c'est pas pris en charge, sauf si la branche professionnelle dont vous appartenez le décide et nous permet de le faire. Mais la plupart du temps, on ne les prend pas en charge. Des formations qui ne répondraient pas du tout aux besoins de l'association. Donc là, on revient sur cette notion de plan de développement des compétences. Si on est sur un projet de formation d'un salarié qui n'a rien à voir avec l'activité de l'association, par exemple, je suis une association qui intervient dans le champ de l'animation pour donner des cours de musique. Voilà, pareil, c'est un exemple. Et que j'ai un salarié qui me demande une formation d'aide-soignant. Là, forcément, on n'est pas du tout dans le champ d'activité de l'association, donc ça ne rentre pas dans le plan de développement des compétences. Et dans ces cas-là, il faut orienter le salarié vers Transition Pro Bretagne, puisque là, c'est une demande de reconversion. Et dans mon exemple, du coup, le salarié devra prendre attache avec Transition pour Bretagne, mais sa demande ne relèvera pas du coup du plan de développement des compétences. Voilà, donc j'ai déjà évoqué hein, le fait que le centre de formation ne soit pas reconnu Calliope, hein, qui est la référence qualité aujourd'hui. Là aussi, on ne peut pas prendre en charge la formation. Amandine, à ce stade, peut-être avez-vous des questions ou des choses qui ne sont pas claires? Alors moi j'ai des petites questions que j'ai notées, mais je vois qu'il y a des participantes qui sont arrivées. Ah, ok. Je me disais qu'on peut peut-être faire un petit, Petite pause et un petit tour d'écran une rapide? petite pause Hmm, ok, et voilà, je pense notamment à la Belle Déchette qui nous a rejoint. d'accord. On va vous donner la parole juste peut-être que... donc la question était de quel OPCO vous dépendez et si vous êtes sous une convention collective, laquelle? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qu'on peut poser, Gaëlle. Bon, déjà, c'est pas mal. Et puis peut-être le nombre de salariés. Alors, si elles veulent bien activer leur micro et même la vidéo, vous avez droit aussi, hein, mais sinon, on vous entend. Enfin, bonjour. Ou sinon, par l'écrit éventuellement, hein, par C'est le bon, chat, elles sont n'hésitez là. pas. Ok. Bon, bah, je vais peut-être continuer et puis on Non, mais s'arrêtera elles si sont là, besoin. elles sont là. Ah, ça Elles y sont est. là et par contre, on vous entend pas. Ah, petit souci de micro. Eh ben, n'hésitez pas à utiliser le chat, je le lis. Bonjour. Bah, ce que je propose, c'est de continuer parce que je vois qu'il est déjà la demi et puis on refera une petite pause tout à l'heure pour revoir ces questions-là. Elles disent Non. OK. Et Ouais, voilà. elles Donc, du écrivent coup, en même temps. voilà, le temps qu'elles écrivent, comme ça, on perd pas de temps pour vous libérer à 13h. Alors, on a l'info, Ah, il y a 10 salariés à la Belle Déchette. super. Voilà. Et Ok. elles sont en train de rajouter des choses, je pense, Ah, au vu de suspense. sans convention collective. Ok, donc le code du travail. Et est-ce qu'elles savent si elles sont adhérentes à Uniformation? Oui. Ok, bon bah voilà. Super, bon voilà, donc c'est parfait. Et il n'y a pas d'autres présents? Pour l'instant, non. Ok.
Bien, eh ben, je vais continuer. Ça marche. Là, je vais vous présenter les critères de financement pour 2024. Alors bien évidemment, on arrive à la fin de l'année, donc ils vont bouger en 2025. Sur certains aspects, je ne connais pas ce sur quoi ils vont évoluer. Mais c'est vrai qu'il faudra réactualiser les informations donc, en début 2025 ou en fin d'année, en tout cas, vers le mois de décembre, parce que on aura les critères 2025 à ce moment-là. Donc là, ici, on voit que l'on peut prendre en charge plusieurs choses, en fait, hein. Donc, quand on est dans le cadre du plan de développement des compétences, une formation, nous, on peut prendre en charge, bien évidemment, le coût pédagogique, également les frais annexes. Donc là, ça prend en compte les repas, l'hébergement et les déplacements. Donc, on voit les barèmes, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils sont présents dans la diapo. Et la rémunération sous condition. Donc là, les conditions, c'est le remplacement de la personne par un recrutement en CDD bien souvent, mais voilà, c'est assez rare quand on est sur des formations de courte durée. Mais ça peut être le cas dans une formation de plus longue durée où là, il y a vraiment une obligation de remplacer. Donc, il faudra revoir tous ces critères-là, bien évidemment, en fin d'année, hein, dans quelques semaines, quand on sera au mois de décembre. Je pense qu'on aura plus d'informations pour l'année prochaine. En tout cas, pour cette année, donc, on est sur deux cas de figure dans le financement, enfin, oui, deux grands cas de figure dans le financement. Soit on est sur une formation de 1 à 4 stagiaires, donc c'est-à-dire ben voilà, on va former de 1 à 4 stagiaires en interne, hein, dans la structure. Dans ces cas-là, là on voit les barèmes selon la durée de la formation, ils le varient, hein. Donc soit on est sur une formation inférieure à 105 heures, donc là on est à 65 euros de l'heure, ou une formation supérieure à 105 heures, on est à 15 euros. Donc il y a une grande différence entre les prises en charge. Les plafonds ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on est sur une formation de plus de 105 heures, on est sur une formation de longue durée, bien souvent diplômante, donc on est sur des financements beaucoup moins importants. Et donc pour les formations où on a plus que 5 stagiaires, imaginons on va former tous les salariés de la Belle Déchette, là on sera sur des barèmes différents, on va se baser sur un coût jour de 1800 euros jour maximum. Donc ce sont des plafonds. Évidemment, si on est à 20 euros de l'heure, on prendra 20 euros de l'heure. Enfin, je parle du cas où on est sur une formation de moins de 105 heures, pour moins de 4 stagiaires. Voilà, donc là, on voit le cheminement de la demande d'aide financière, hein. À chaque fois, il faut nous transmettre une demande d'aide financière, donc qui est à saisir en ligne. Il faut la transmettre avant le démarrage de la formation, au moins un mois avant, pour qu'on ait le temps de traiter le dossier. Nous, dès lors qu'on a traité le dossier, on vous transmet un courrier d'accord et la personne pourra partir en formation. Et la dernière étape, c'est un mois plus tard après la formation, une demande de règlement à nous transmettre, pareil, saisie en ligne, qui permettra de régler, de vous rembourser la formation. Alors, on a également une offre catalogue. Donc là, on voit un extrait de notre catalogue 2024. Donc lui aussi, il va évoluer en 2025. Donc il y aura un nouveau catalogue qui sera présenté, qui sera sur notre site en fin d'année. Donc c'est un catalogue transversal qui couvre toutes les structures, quelle que soit leur convention collective ou pas. Et là, on voit un exemple. Voilà, donc on a une formation sur la gestion du temps, une formation sur le management. Là, on prend en charge le coût pédagogique et les repas du midi. Donc c'est clé en main, hein, il suffit de s'inscrire. Donc sur l'espace privé, hein, sur notre site internet, chaque structure a un espace privé, et donc il peut se connecter et ensuite s'inscrire. Euh, Ensuite, on a d'autres enveloppes plus thématiques. Donc là, on voit différentes thématiques. Voilà, la lutte contre l'illettrisme, les questions RH, la transition écologique, etc. Donc là, on a d'autres lignes de financement. Donc nous, en fait, on cible les demandes d'aide financière sur différentes enveloppes et on va toujours rechercher l'enveloppe la plus intéressante pour l'entreprise. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas spécialement à choisir quel type d'enveloppe parce que c'est un seul dossier et c'est nous derrière qui fléchons lorsqu'on instruit le dossier vers la bonne enveloppe.
Voilà, donc je fais une petite pause avant de passer à la question de l'alternance et du recrutement. Amandine, est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, ou il n'y en a pas observations? forcément dans le chat. Moi, j'ai une question. D'accord, ok, Donc, on a bien entendu que, il fallait, pour que ce soit pris en charge, que l'organisme de formation soit référencé Calliope, oui, que vous prêtiez une attention quand même au contenu de la formation pour qu'on ne soit oui, pas dans une reconversion c'est ça, professionnelle. oui. Donc vous avez des critères, j'imagine. Est-ce que, je sais pas, s'il y a quand même une cohérence, enfin, vous devez quand même bien connaître les métiers pour vous Oui. dire, bah, ça rentre dans le champ de la formation dans le cadre de cet emploi-là, ou alors, bah non, on estime que non, ça y rentre pas. Comment sont définis vos critères? Alors, en fait, on va regarder l'activité. Alors, je donnais un exemple un peu caricatural tout à l'heure, hein. Je parlais d'une école de musique, puisqu'on a aussi pas mal d'écoles de musique au sein d'Uniformation qui sont sous la convention ECLA, convention de l'animation. Et là, je donnais un exemple, bon, alors, je parlais d'une formation d'aide-soignant, j'aurais pu parler d'une formation en espace vert, enfin voilà, peu importe. Mais donc, on aura des professeurs de musique dans cette structure-là. Et donc, nous, on le sait, puisque l'employeur, quand il remplit sa demande d'aide financière, il indique quelle est la profession du salarié. Et donc déjà, on va pouvoir faire une analyse rapidement en fonction du thème et voir s'il y a un lien ou pas avec la structure. Parfois, on a des structures, on ne sait pas trop ce qu'elles font comme activité, parce qu'on a une appellation d'association, on ne la connaît pas trop. On ne peut pas connaître non plus précisément toutes les associations employeurs qui sont dans notre périmètre. Donc là, on va contacter en fait la structure pour avoir un peu plus d'informations et voir si on est bien dans le cadre du plan de développement des compétences. Voilà, donc on est vraiment dans un échange en fait, hein. On n'est pas dans quelque chose brutal où on va d'office dire bah non, on essaie toujours de creuser pour avoir plus d'informations. Et on va aussi, dans certains cas, lorsqu'on a un doute, demander à l'employeur qui nous explique quel est le lien entre la formation et le poste. Donc D'accord, ça nous permet comme ça de confirmer ou pas le financement. d'accord. Voilà, donc c'est Euh, toujours en tout cas dans un échange. oui. Très bien. J'ai une autre question. Là, on a parlé de formation plutôt individuelle, donc une salariée de structure qui souhaite partir en formation. Les formations collectives, quand on va prendre l'exemple des déchetteries, plusieurs déchetteries avec des Hum. salariés qui ont les mêmes besoins en formation, est-ce que c'est possible que ces salariés fassent une demande collective pour aller suivre une formation ensemble? Oui. Ouais, et comment ça se Oui, passe? oui. Alors donc il y a effectivement, donc là on n'a pas pu mettre toutes les informations parce que sinon ça serait ingérable, il y a trop de choses, mais effectivement on pourrait bâtir une action collective. Donc là c'est une demande un peu particulière, c'est pas tout à fait la même chose qu'une demande d'aide financière où là c'est l'entreprise elle-même qui va faire une demande pour un ou plusieurs salariés, mais on peut avoir un regroupement, par exemple oui de recycleries, qui ont repéré un besoin commun et qui souhaiteraient ensemble pouvoir se former. Et donc là, il faut contacter le conseiller référent de l'entreprise. Donc si on prend la Belle Déchette dans le 35, là je ne sais pas, c'est soit Stéphane Bruno, soit Guillaume Robineau, j'ai un petit doute, mais ils le savent peut-être déjà, eux de leur côté. En tout cas, envoyer un mail, ou pire, si on ne sait pas, sur la boîte bretagne@uniformation.fr pour nous solliciter pour bâtir une action collective. Et là, effectivement, on a des financements pour financer un parcours de formation collectif, donc avec le coût pédagogique qui serait pris en charge et les repas du midi. Mais il faudra regarder aussi la convention collective éventuellement qu'il y aurait dans certaines structures. Si on prend le cas des recycleries, on a beaucoup de diversité dans les recycleries. On a des recycleries qui n'ont pas de convention collective, d'autres qui sont sous la convention éclat, et peut-être d'autres encore sous d'autres conventions. Mais voilà. Donc, et puis, bien évidemment, il faut qu'elles fassent partie du périmètre d'uniformation. Si elles ne font pas partie du périmètre d'uniformation, imaginons qu'elles soient sur un autre périmètre, ça pourrait arriver, c'est-à-dire enfin, chez un autre OPCO. Dans ces cas-là, on pourrait monter une action collective, mais il y aurait un financement des deux OPCO distincts, avec des facturations distinctes, et nous, on pourrait financer que pour nos adhérents, en fait. Très bien, merci. Oui, je voulais dire recyclerie, j'ai dit déchetterie, mais je voulais dire recyclerie. C'est pas grave, j'ai Bah, compris.
Merci, je vois donc la belle déchette qui fait oui avec la tête, parce que je pense que c'est des Mm. questions qu'on se pose effectivement dans les structures Oui, où des fois on a un seul ou une seule salariée et où c'est intéressant de pouvoir aussi être dans des échanges de pratiques et d'être sur oui, du tout à collectif fait. sur ces Oui, questions-là. c'est très riche hein, souvent, et puis ça permet d'être avec ses pairs, et puis d'échanger, de s'apercevoir que les problèmes qu'on rencontre, on les trouve aussi ailleurs, et peut-être il y a des solutions alternatives qui sont trouvées par d'autres collègues. Enfin voilà, c'est très riche, effectivement. Nous, on est très pro action collective, et si ça peut se monter. Alors, il faut qu'on ait quand même un nombre d'entreprises. On va pas le faire pour 2 ou 3 salariés. Il faut qu'on ait quand même plusieurs entreprises qui soient concernées, et avec un groupe entre 8 et 12 salariés. D'accord. Voilà. Merci. Alors, moi, à ce stade, j'ai plus de Ouais? questions, mais je Ok. surveille le chat si jamais D'accord. il y en a Pas qui de arrivent, problème. donc vous pouvez continuer. Merci. Donc la question du recrutement et en particulier de l'alternance. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on est en charge du financement des contrats de professionnalisation et des contrats d'apprentissage. Donc là, on n'est plus dans la dimension plan de développement des compétences, hein, on est sur un autre champ. On a donc nous en charge ce financement-là et l'instruction des dossiers. Donc systématiquement, quand vous recrutez un apprenti ou une personne en contrat de professionnalisation, il faut monter un dossier là aussi sur l'espace privé, donc qui est saisi en ligne. Donc c'est un CERFA pour le coup, c'est pas tout à fait le même type de dossier. Et nous le transmettre. Donc il est saisi en ligne, imprimé, signé, etc. et transmis sur notre intranet pour que nous, on puisse l'instruire. Tout est en virtuel, il n'y a pas de dossier papier. C'est important de le souligner. Là, on a un petit détail comparatif entre les deux types de dispositifs, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Sur la philosophie, ce sont des contrats en alternance, donc on a toujours une alternance entre la formation et l'emploi, donc ça c'est une obligation dans les deux cas. En revanche, on a des situations un peu différentes au niveau des publics. Pour l'apprentissage, ce sont des jeunes jusqu'à 29 ans, révolus, et le contrat de professionnalisation, c'est ouvert à tous les âges, donc c'est une différence importante. Et puis les modalités de financement ne sont pas les mêmes. Si on va tout en bas de la diapositive, pour le contrat d'apprentissage, on finance directement le CFA. Donc, c'est le CFA qui nous facture le centre de formation d'apprentis. Euh, il y a une aide de l'État de 6 000 euros. Mais pour le contrat de professionnalisation, là, c'est différent puisque on est sur un forfait horaire de 15 euros de l'heure, donc qui est financé directement à l'employeur adhérent, à Uniformation. Donc on n'est pas sur le même type de prise en charge, et il n'y a plus l'aide de 6 000 euros depuis cette année. Donc l'idéal, si on a un projet, c'est de comparer les deux contrats, voir un petit peu le plus intéressant. Donc pour les publics les plus jeunes, souvent c'est quand même le contrat d'apprentissage qui ressort. Et donc justement, pour pouvoir faire ces comparaisons et ces calculs, on a un simulateur de coûts qui est sur notre site internet, qui est accessible très facilement, et qui permet en renseignant divers champs, de pouvoir calculer précisément les coûts des deux contrats pour une même personne et les restes à charge éventuels pour les employeurs. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir arbitrer entre les deux solutions. On a également différentes ressources, donc on a un guide de l'alternance, on a donc également sur notre site la possibilité de chercher des CFA, des lieux de formation, donc ça c'est utile. Et on a également tous les vendredis, c'est sur inscription, les vendredis de l'alternance. Donc ce sont des temps dédiés aux employeurs où ils peuvent nous s'inscrire, et donc nous on les contacte par téléphone pour pouvoir les conseiller sur leur projet de recrutement en alternance. Ça, c'est le matin. Et donc, c'est les conseillers qui assurent ces permanences. Et l'après-midi, on est plus sur la dimension administrative. Donc, on a nos collègues assistantes qui vont renseigner les employeurs sur comment je remplis mon dossier, comment je saisis en ligne, etc. Donc, plutôt des aspects administratifs cette fois-ci. Voilà pour l'alternance. Est-ce qu'il y a des questions sur cette question de l'alternance? Je ne crois pas. Ok. Non, apparemment pas. N'importe quelle, enfin moi j'en ai. Oui, ok. N'importe quelle structure peut faire une demande enfin peut Oui, accueillir un ou oui, une alternante.
tout à fait, hein. Il Donc, y a pas de condition. Est-ce que, alors, si je il y a gagne, une... Ouais, pardon. pardon, juste, est-ce qu'il faut qu'il y ait déjà une ou un salarié en poste pour un accompagnement ou c'est pas Oui. une obligation? Alors, c'est pas une obligation, mais il faut que le dirigeant bénévole, les dirigeants bénévoles, en tout cas parmi eux, qu'il y ait un dirigeant bénévole qui soit en capacité d'assurer le tutorat. Et donc, qui ait soit la même formation que la formation visée. En gros, avoir quelqu'un qui va faire un master RH en apprentissage, bah, il faut que la personne, le tuteur, même s'il est bénévole, il ait lui aussi un master RH. Ou alors, il faut qu'il ait une expérience de au moins 2 ans sur la même fonction. Donc là, par exemple, qu'il ait été ou qu'il soit actuellement responsable des ressources humaines, dans mon exemple. Donc ça, c'est important. C'est aussi pour assurer la qualité de l'emploi des alternants lorsqu'on est dans une situation de primo-employeur, donc c'est-à-dire une association qui n'a pas encore de salariés. Il faut qu'il y ait le cadre suffisant qui permet d'accompagner l'alternant, en sachant que vous avez bien compris que l'alternance, on apprend en école, en CFA, en centre de formation d'apprentis, mais bien sûr, on apprend, c'est d'où l'acronyme alternance, hein, enfin d'où le terme alternance plutôt, on apprend en situation de travail, donc il est important qu'il y ait un accompagnement. Donc ce ne sont pas des salariés qui peuvent se gérer tout seuls, il faut qu'il y ait cet accompagnement. Et donc, c'est la même chose que quand on est dans une entreprise, un employeur, donc il y a des salariés déjà. Il faut que parmi ces salariés, il y ait quelqu'un qui soit en capacité d'assurer le tutorat ou qui soit maître d'apprentissage, dans les mêmes règles que j'ai données tout à l'heure. Très bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions a priori sur cette question d'alternance. Ok. Bon, en tout cas, s'il y a des projets, n'hésitez pas avec un mail, hein, toujours sur la boîte bretagne@uniformation.fr à nous contacter. Et nous, on vous rappellera pour vous conseiller sur ces recrutements en alternance. Donc, toujours dans notre offre de service, on a également d'autres aspects liés aux besoins RH de l'entreprise. Et on a plusieurs situations, hein, où on va avoir des questionnements des entreprises sur différents sujets. Donc, on en a eu suite à la crise sanitaire où on avait des remontées de problématiques. Voilà, lorsque les salariés revenaient en entreprise travailler. On a également d'autres problématiques liées au recrutement, à l'intégration, à l'attractivité, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, au dialogue social, à la professionnalisation de la fonction RH. Donc ça, c'est un point important parce que c'est vrai que dans le monde associatif, c'est assez compliqué, cette dimension RH, parce qu'on n'a pas forcément tous les professionnels nécessaires pour pouvoir assurer complètement la fonction RH. Donc il peut y avoir toujours des besoins de professionnalisation. Et puis on a des personnes qui sont polyvalentes aussi, pas forcément spécialisées sur cette thématique. Voilà, donc il y a différentes thématiques possibles et on a une prestation qui s'appelle la prestation de conseil en ressources humaines, qui est un outil en fait qui nous permet d'accompagner les entreprises sur cette question des ressources humaines. Et donc c'est un accompagnement qui peut durer jusqu'à 6 jours. Globalement, c'est souvent cette durée-là, composé d'un diagnostic et d'un accompagnement, qui est réalisé par un cabinet que nous, on a sélectionné suite à un appel d'offres. Et donc, on va travailler une problématique RH dans la structure. Par exemple, ça peut être je n'ai pas de fiche de poste, j'ai un développement de mon activité, mon nombre de salariés augmente et je m'aperçois que, il y a un risque de désorganisation parce qu'on n'a pas vraiment de fiche de poste, il y a des recouvrements de fonctions, enfin voilà, il y a différents sujets. Là, nous, on peut vous aider à bâtir, par exemple, des fiches de poste dans mon exemple, pour que vous puissiez clarifier la fonction, les missions des uns et des autres au sein de votre structure. Voilà, donc tout ça, ça se travaille, hein. Donc les structures intéressées nous contactent et ensuite, nous, on intervient dans la structure pour faire un premier, on va dire, pré-diagnostic et, euh, et travailler ensemble avec l'employeur pour définir le périmètre de besoin, en fait. Et à partir de là, définir une commande qu'on pourra passer à notre consultant, en sachant qu'on a 6 cabinets, hein, qui sont référencés et qu'on pourra solliciter. Tout ça, c'est financé en partie par l'État via la direction régionale de l'emploi, je ne sais plus des territoires, hein, enfin la DRETS. Amandine, peut-être vous connaissez mieux l'acronyme que moi.
Et donc nous, Non, voilà. Donc je suis nulle en acronyme aussi. voilà, Me rappelle jamais. j'arrive jamais. Celui-ci, j'ai du mal. Voilà, en tout cas, c'est les services de l'État au niveau régional et donc l'État cofinance cette prestation. Donc on ne sait pas trop en 2025. Enfin, là, on a une convention jusqu'au juin 2025 avec des fonds dédiés, donc qui diminuent forcément au fur et à mesure où on engage de nouvelles prestations. Donc à voir après comment ça sera financé plus tard. Mais vous n'hésitez pas à nous solliciter hein, pour qu'on puisse nous voir éventuellement vos problématiques et ce qui est possible de faire dans votre structure. Alors, c'est un dispositif, souvent on me dit, ah oui, mais ça ressemble au DLA, au dispositif local d'accompagnement, c'est pas faux. C'est plutôt complémentaire. En fait, on travaille d'ailleurs avec les collègues qui gèrent, qui accompagnent le dispositif local d'accompagnement, le DLA. Et on travaille en tuilage. Souvent, le DLA va intervenir sur la partie modèle économique, gouvernance, etc. Et quand il y a la partie RH à travailler, ben, nous, on intervient en deuxième rideau, en collaboration avec le DLA, en tuilage pour pouvoir continuer à mieux structurer l'entreprise. Voilà, après nous, on a différents outils, je l'avais déjà évoqué hein, sur notre site internet, des modèles de fiches de poste, des modèles d'offres d'emploi. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer tout dans les détails, hein, mais vous avez le lien hein, vers tous ces outils-là sur notre site internet, vous pourrez les regarder. Donc on a fait un petit peu le tour sur cette question RH. Est-ce qu'il y a des questions? Non, apparemment pas. Ok. Alors, là, c'est plus sur les aspects, on va dire, relations entre nous et l'espace privé, donc qui est comme quelqu'un qui a un compte bancaire, hein, c'est pareil, hein, il a un compte et il a accès via Internet sur un espace privé. Là, c'est la même chose, on a un espace privé. Voilà, donc on rentre sur le site internet et puis on va ensuite pouvoir, alors soit avoir des informations via directement la page d'accueil. Donc là, on peut sélectionner entreprise et ensuite on va cheminer dans toutes les thématiques qui peuvent intéresser l'entreprise. Et ensuite, on a plus précisément donc l'espace privé qui lui se trouve en haut à droite dans le bouton connexion. Et là, on va renseigner le fait qu'on est employeur, indiquer le numéro ICOM, donc c'est le numéro enfin, qui identifie en fait l'employeur dans notre base, un mot de passe qu'il aura défini, il se connecte et ensuite il arrive sur son espace privé. Et là, sur l'espace privé, on va pouvoir visualiser différentes choses. Donc là, on voit tous les items hein, qui sont présents. Donc mes services, donc c'est en fonction de savoir est-ce qu'on est sous une convention collective ou pas. Donc on aura des possibilités de financement différentes. Donc là, on a plus de détails sur ces aspects-là. Mais ensuite, on aura dans mes dossiers la possibilité de saisir en ligne une demande d'aide financière. Dans l'offre de formation, on va pouvoir s'inscrire à une formation de nos catalogues qu'on a évoqué tout à l'heure. Dans mes contributions, on pourra verser ses contributions. Alors, sauf là, en l'occurrence, si je prends le cas de la pelle déchette, ben, elle est au Code du travail, donc elle ne verse pas de contribution à une formation, c'est à l'URSSAF. Voilà. Et puis ma synthèse financière, c'est en gros ben, un point sur mes dossiers précédents ou ce qui a été pris en charge, par exemple l'année précédente ou l'année en cours. Voilà. Donc là, si on veut saisir un dossier, je l'évoquais tout à l'heure, donc mes dossiers, ensuite on va dans saisir et on va pouvoir cheminer pour pouvoir donc saisir en ligne la demande d'aide financière, hein. C'est l'un des principaux dossiers que vous aurez, mais vous aurez également, pourquoi pas, des dossiers pour l'alternance, donc avec des demandes de financement sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Voilà, donc on voit encore le cheminement, donc suite à ce que je viens de dire, hein. Donc, quand on est sur une demande d'aide financière, on ira dans avant, parce que la formation n'a pas encore débuté. On doit transmettre le dossier avant le démarrage, hein, donc ça c'est important. Et quand on sera au stade du règlement, donc à l'issue de la formation, on ira dans après et on retrouvera le dossier avec un numéro spécifique qu'on avait déjà créé lorsqu'on avait lancé la demande initialement. Et donc, on repartira sur ce numéro de dossier pour saisir en ligne la demande de règlement. Donc, on a toujours deux étapes, une demande d'aide financière en amont, pardon, de la formation, et ensuite, à l'issue de la formation, une demande de règlement. Et puis là, on voit les autres onglets possibles pour l'alternance.
On a un onglet aussi suivi des dossiers en cours pour les dossiers qu'on aurait commencé à saisir mais qui ne seraient pas finalisés. Donc voilà, sur un petit zoom rapide sur l'espace privé. Alors ensuite, on a d'autres points. Alors sauf s'il y a des questions, Amandine, éventuellement. Oui, moi j'ai une petite question. Oui, Je fais un petit retour arrière parce oui, qu'on ne s'est pas attardé trop dessus. On a parlé, enfin vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité de partir en formation longue pour une oui, ou un salarié. Je vais prendre l'exemple, parce qu'on est en Bretagne, il y a pas mal d'associations bretonnes. Pour pouvoir animer des émissions de radio, il faut savoir parler breton. oui. Et il y a des fois des embauches de personnes qui n'ont pas encore cette compétence ou en tout cas pas encore au Mm, niveau mhm, pour pouvoir donc, si une personne veut partir en formation longue pour se former à la langue bretonne, elle peut. oui. Il y a une possibilité d'être remplacé en CDD. Si le salaire de cette personne est... enfin, comment se passe la prise en charge? Et si le salaire est plus élevé finalement que la prise en charge, comment l'association peut Alors faire? là, il faudra regarder au cas par cas parce que là, si on se cale sur la situation de la Belle Déchette, là, on est au Code du travail, donc on aura un mode de financement assez restreint qui, je pense, ne couvrira pas la rémunération en totalité. Ou là, je ne connais pas encore les critères 2025, mais en tout cas, si on se base sur 2024, les financements étaient avec des montants limités. Et il faut savoir aussi que dans le cas des demandes d'aide financière pour les structures qui sont au Code du travail, notre enveloppe a été consommée très vite cette année. Elle était consommée en gros en mai. Euh, et ensuite, les enveloppes périphériques que j'ai évoquées sur la partie RH, transition éco, etc., là aussi, elles ont été en gros consommées en juin. Donc, il faut vraiment anticiper. Ça, c'est le message important à souligner. D'ailleurs, ça concerne toutes les structures, y compris celles qui sont sous la forme d'une convention, enfin, qui ont une convention collective, pour transmettre des dossiers assez rapidement. Donc, dans le cas que vous évoquez, Amandine, d'une formation en langue bretonne, on pourrait le financer, mais il faudra regarder là aussi au cas par cas, selon la situation de la structure, est-ce qu'elle est au Code du travail ou sous une convention collective. Si elle était sous la convention collective éclat, par exemple, là, on pourrait couvrir tout le financement. En revanche, sans convention collective, il faudra regarder. C'est pas sûr qu'on puisse tout couvrir. Donc ça, c'est un point important qu'il faudra regarder ensemble avec le conseiller référent. Ouais, merci. Il nous reste encore une poignée de minutes. Oui, On alors il faut que termine sur j'avance les rapidement. bons réflexes et on voit s'il y a. Ouais, Je crois pas qu'il y ait d'autres questions qui traînent, hein, apparemment non. ok, Mais voilà, on peut se prendre encore quelques minutes pour clôturer sur les bons réflexes à avoir. ok, tout à fait. Alors là, c'est plus des choses un peu basiques, mais qui sont toujours importantes à souligner. Toujours bien connaître son numéro ICOM et le code confidentiel, bien évidemment. Alors après, nous, on peut le retrouver hein, si vous ne l'avez pas. Les contacts que l'on a, c'est vrai que parfois on nous pose des questions, mais on n'a pas vraiment les informations, donc on perd beaucoup de temps en fait à relancer à d'autres mails pour pouvoir donc répondre. Et puis vous avez une rubrique nos échanges dans l'espace privé qui permet aussi d'avoir des infos. Donc il faut le regarder régulièrement, la regarder régulièrement parce que là on va retrouver des courriers importants de relance ou des choses comme ça. Donc c'est important d'aller dans cette rubrique nos échanges. Voilà, je m'attarde pas trop. Bon, voilà, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais comme lire, par exemple, le courrier d'accord avec attention, souvent on ne le lit pas. Et on a des employeurs qui nous disent, ah, bah, flûte, alors, j'ai dépassé la date, mon dossier est clôturé, etc. Donc, c'est vraiment important de bien regarder tout ce qui est indiqué dans les démarches nécessaires. Et tout ça, c'est sur le courrier d'accord. Voilà, donc toujours aussi sur les échanges, on a des événements qui sont régulièrement mis en place, bah, comme aujourd'hui en fait, hein. Là, on est sur un événement lié donc aux collègues de l'ESS de l'UDEAC, mais on a des événements aussi spécifiquement Uniformation. Et là, sur notre site internet, on a accès à tous ces événements, on fait des filtres par région et on peut accéder donc à tous les ateliers, les réunions d'infos, les rendez-vous téléphoniques, les permanences, etc., que l'on met en place. Et donc, il faut s'inscrire en ligne pour pouvoir bénéficier de toutes ces possibilités de prestations. Donc, c'est des événements gratuits, bien évidemment. Voilà, bah, je ne veux pas redire tout ce que je viens de dire à l'instant. Je passe cette partie-là.
Hop, et voilà. Donc là, l'équipe d'uniformation qui concerne la Bretagne. Donc les trois conseillers, donc moi-même sur le 22, le 29, mon collègue Guillaume Robineau sur le 22 également et le 35, et Stéphane Bruno sur le 56 et une partie du 35. Donc pour la Belle Déchette, il faudra vérifier entre les deux. J'ai un doute sur qui fait quoi entre Stéphane et Guillaume. Mais peut-être qu'ils connaissent très bien leurs conseillers, il n'y a pas de souci. Et par ailleurs, on a également nos collègues assistantes qui interviennent, elles, sur le traitement des dossiers, mais également sur un premier niveau d'information au téléphone, puisqu'on a des permanences qui sont indiquées ici, juste au-dessus, euh, téléphoniques, où on renseigne les employeurs sur les questions qu'ils ont au quotidien. Et le mail bretagne@uniformation.fr, le mail générique, hein, qui est important à connaître pour nous poser des questions, nous alerter, etc., etc. Là voilà, Amandine, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Eh ben merci. Je vais juste enlever le partage d'écran où je vous laisse faire. Hmm. Euh, Ah oui, tout à fait. Comme Hop, ça, je l'arrête. on peut se Tac, dire et nous revoilà. au revoir. Euh, Voilà. ben, merci beaucoup pour toutes ces Oui, informations. Donc, on a bien noté qu'il ne faut pas hésiter à contacter c'est Uniformation ça. ou en On tout est là cas pour ça. les Hmm. OPCO selon les conventions collectives. J'en profite avant qu'on se quitte pour vous redire qu'il y a un webinaire le 13 novembre, donc c'est la semaine prochaine, qui va être animé par le CRIB 22 sur la question du premier emploi, création du premier emploi, rôle et mission, bien faire sa fiche de poste, etc. Et puis un autre le 11 décembre sur les conventions collectives. Et puis un autre encore sur les violences sexistes et sexuelles au travail. On n'a pas encore ni la date, ni la personne qui va intervenir. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci. Et puis ben, bonne fin de journée à tout le monde. Merci.